On entend partout qu'il faut trouver sa voie, suivre son rythme, mais soyons honnêtes, le rythme qu'on nous impose, c'est souvent une autoroute. Oui, c'est ça. Linéaire, rapide. Exactement, sans pause. Et si notre rythme intérieur, c'était plutôt un sentier en forêt, avec des montées, des descentes, des moments de pause. J'aime beaucoup l'image. Bienvenue dans cette analyse où on va justement explorer une nouvelle carte pour naviguer notre énergie. On va s'appuyer sur un module de formation pour coach holistique. Une carte qui respecte nos cycles et notre nature profonde. Notre mission aujourd'hui, c'est de déchiffrer ce que ces écrits appellent notre identité vibratoire Notre signature énergétique unique. et d'explorer la multitude de cycles qui nous animent, bien au-delà de ce qu'on connaît. J'avoue que l'expression identité vibratoire, ça peut sonner un peu éthéré au premier abord. C'est vrai. Comment est-ce qu'on peut la définir concrètement? Imagine que chaque personne est un instrument de musique. D'accord. Certains sont des pianos, d'autres des violons, d'autres des tambours. L'identité vibratoire, c'est la sonorité unique et pure de cet instrument, quand il est parfaitement accordé. Hmm. Ce n'est pas juste la note, c'est tout le timbre, la résonance, l'émotion, quoi. L'idée de ces textes, c'est de nous aider à cesser d'essayer de jouer du violon comme si c'était un tambour. Se reconnecter à sa propre musique. C'est ça. On passe d'une logique de performance à une logique d'alignement. J'adore cette image de l'instrument. Ça rend les choses très claires. Alors, si on est un instrument, de quoi est-on fait? Comment on lit la partition? Les auteurs proposent plusieurs clés de lecture, c'est ça? Oui, il suggère 4 piliers principaux pour commencer à se familiariser avec sa propre vibration. D'accord. Le premier, et c'est un système assez complexe, c'est le Human Design. Ah oui, on en entend de plus en plus parler. Le texte le présente comme une sorte de matrice énergétique personnelle, calculée à partir de la date de naissance. C'est un peu comme si on essaie avec un mode d'emploi pour sa batterie interne. Un mode d'emploi pour sa batterie interne. Donc, l'idée, c'est qu'on n'a pas tous la même façon de se recharger et de dépenser son énergie? Exactement. Par exemple, ce système dit que la majorité des gens, à peu près 70%, sont des générateurs. D'accord. Leur batterie, elle se recharge quand ils font des choses qui leur procurent une satisfaction profonde, un oui qui vient du ventre. S'ils forcent les choses sans cette joie, La batterie se vide. à toute vitesse. Et à l'inverse, d'autres, les projecteurs, ont besoin de se sentir reconnus pour leur expertise, pour être en pleine énergie. L'idée centrale, c'est d'arrêter d'utiliser le mode d'emploi de son voisin, quoi. C'est beaucoup plus clair. Le deuxième pilier est plus connu à elle. Les chakras. Oui, on les voit souvent comme des centres énergétiques, mais on peut aussi les imaginer comme une série de filtres colorés sur un projecteur. Des filtres. Voilà. Chaque chakra est un filtre qui colore notre énergie. Celui de la gorge, par exemple, il est lié à l'expression de notre vérité. Si ce filtre est propre, clair, notre voix porte, nos mots sont justes. Et s'il est brouillé? Notre communication peut être hésitante ou au contraire agressive. Notre vibration est littéralement filtrée. Et le troisième pilier, c'est beaucoup plus biologique, notre système nerveux. Les auteurs insistent beaucoup là-dessus. C'est le socle de tout, en fait. Ils expliquent très bien la différence entre le mode sympathique, le stress, l'attaque ou la fuite, Le fameux. qui contracte notre vibration, et le mode parasympathique, le repos, la digestion, la sécurité, qui lui la laisse s'épanouir. Hmm. On peut avoir le plus bel instrument du monde, si le musicien est terrifié, crispé. Le son sera forcément étriqué. Ce qui est fascinant, c'est que ça lie notre capacité à rayonner non pas à la confiance en soi, mais à notre état de sécurité. C'est un changement de perspective fondamental. Si le corps est en alerte, le plus beau discours sur la confiance ne servira à rien. C'est ça. Et enfin, le quatrième pilier, c'est le chant subtil, ou l'aura. Pour faire simple, c'est l'impression qu'on dégage avant même d'avoir dit un mot. On a tous déjà senti ça, oui. Quelqu'un entre dans une pièce et l'atmosphère change. Une aura expansive invite à la connexion. Une aura contractée, elle, signale un repli, une protection. C'est la somme de nos pensées, de nos émotions et de l'état de notre système nerveux. J'avoue que je suis un peu perdue. D'un côté, on parle de piliers à décoder, comme le Human Design, ce qui sonne comme un effort. Et de l'autre, une phrase m'a marqué: l'identité vibratoire n'est pas quelque chose à atteindre, mais ce qui émerge naturellement. Hmm, Comment ces deux idées cohabitent-sont? Ça semble contradictoire. C'est une excellente question. Et c'est le paradoxe au cœur de l'approche. Le travail, ce n'est pas de construire quelque chose qui n'existe pas. C'est de déblayer ce qui empêche notre son naturel d'émerger.
comme un archéologue. Exactement. Un archéologue qui brosse la terre pour révéler une mosaïque qui était déjà là. Les outils comme le Human Design ne servent pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à enlever les couches de poussière. Les conditionnements, les peurs. Voilà, tout ce qui étouffe notre vibration originelle. D'accord. Le travail, c'est du déconditionnement, pas de la construction. Et ça me fait penser, si notre vibration ne peut émerger que quand on se sent en sécurité, ça remet complètement en question une autre injonction du développement personnel, celle de rayonner à tout prix, Ah oui. de prendre sa place. Les écrits qu'on analyse sont assez critiques là-dessus, il me semble. Oui, et c'est un des passages les plus puissants. L'approche ici, c'est de dire que le rayonnement, ce n'est pas qu'un choix personnel. C'est profondément conditionné par des contextes sociaux, culturels, politiques. C'est-à-dire, Pour certaines personnes, ne pas rayonner, ne pas prendre toute la place, ce n'est pas un blocage à réparer, mais une stratégie de survie intelligente. attendez, le document parle même de traumatisme vibratoire. Le mot est incroyablement fort. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est un terme qui désigne les moments où notre énergie authentique a été punie, moquée ou rejetée. D'accord. Les auteurs donnent des exemples très parlants. Imagine une personne racisée dont la parole a été systématiquement coupée ou invalidée depuis l'enfance. Son système nerveux a enregistré « ma voix dérange, parler est dangereux ». Hmm. Ou une personne neurodivergente avec une grande intensité qui a appris à se contenir, à se lisser pour être acceptée dans un groupe. Ce sont des traumatismes. Et du coup, le texte parle de suradaptation. Exactement. La suradaptation, c'est toutes les stratégies qu'on met en place pour survivre en monde. Sourire pour éviter le conflit, adoucir sa voix, ne jamais donner son opinion. Ce ne sont pas des défauts de personnalité. Non, ce sont des compétences de survie. Le problème, c'est qu'on finit par croire que ce masque est notre vrai visage. C'est un renversement complet. On ne se demande plus pourquoi je n'ose pas, mais qu'est-ce qui dans mon environnement m'a appris à ne pas oser? C'est une différence fondamentale, oui. L'enjeu devient collectif. Créer des espaces où chacun peut se sentir en sécurité pour oser baisser le masque. Précisément. Une des phrases clés est « Osez vibrer dans un monde qui vous a appris à vous contenir ». C'est une manière de reprendre votre souveraineté énergétique. C'est un acte politique. Donc cette identité vibratoire, elle n'est pas statique. Elle a un rythme. C'est la deuxième grande idée de ces textes, l'exploration de nos cycles. Et là, on nous dit qu'il en existe une infinité. L'idée est de sortir des modèles uniques pour embrasser une écologie personnelle beaucoup plus riche. Pour illustrer ça, les auteurs comparent plusieurs rythmes biologiques. D'un côté, le cycle menstruel. La boussole intérieure. Voilà, avec ses 4 phases archétypales. L'hiver de la phase menstruelle pour le repos, le printemps de la phase folliculaire pour la nouvelle énergie. L'été de l'ovulation pour l'action et l'automne de la phase lutéale pour le ralentissement. C'est ça, une sorte de saisonnalité intérieure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent ça en contraste avec le cycle hormonal masculin. Ah oui, Et là, le contraste est juste saisissant. Parce que pour les hommes, on n'est pas du tout sur un cycle mensuel. non. En fait, c'est un cycle quotidien, sur 24 heures, basé sur les fluctuations de la testostérone. On a un pic le matin. Propice à l'action, j'imagine. Exactement. Action, concentration, clarté. Puis une stabilisation en journée, plus favorable à la collaboration. Et enfin, une chute le soir, qui appelle à la récupération. Donc l'idée de l'homme d'affaires qui est à 100% de 8h à 22h, c'est une pure fiction biologique. Ça explique pas mal de réunions de fin de journée qui n'avancent pas. Biologiquement, c'est une aberration. Ce contraste montre à quel point on essaie de faire rentrer tout le monde dans un seul moule, alors que nos biologies sont différentes. Mais l'analyse va plus loin en parlant des rythmes dits atypiques. C'est-à-dire, C'est un point crucial. Les auteurs soulignent que même ces modèles classiques peuvent être très excluants. Ils citent les personnes neurodivergentes, comme celles avec un TDAH ou autistes, d'accord, dont l'énergie fonctionne souvent par pics d'hyperfocus intense suivis de phases de dispersion, de manière assez imprévisible, ou encore les personnes vivant avec des conditions comme l'endométriose ou le SOPK, où le rythme est non linéaire, douloureux. ou brouillé. Oui. Et le message clé ici, il est révolutionnaire. Il ne s'agit pas de corriger ces rythmes, mais de les accueillir comme une nature à part entière et d'apprendre à danser avec. C'est une validation incroyablement importante. Et enfin, il y a une dernière catégorie de rythme, plus symbolique, comme celui du deuil. Oui, le deuil est présenté comme le rythme non linéaire par excellence. On connaît souvent le modèle de Kubler-Ross. Déni, colère, etc. Voilà, mais l'erreur est de le voir comme un escalier à monter. Les auteurs insistent, ce sont des vagues qui vont et viennent, parfois dans le désordre.
Et ça ne s'applique pas qu'au deuil d'une personne, si j'ai bien compris. Non, non, pas du tout. Ils élargissent ça à toute transition majeure. Une rupture, un burn-out, un changement de carrière. Chacune de ces étapes est un rythme de transformation qui demande de traverser des creux pour renaître. Un burn-out, c'est le deuil d'une image de soi, en quelque sorte. C'est ça. D'une certaine façon de travailler. C'est une perspective beaucoup plus douce. Mais face à toute cette complexité, on peut se sentir un peu perdu. Est-ce que ces écrits proposent des outils, des sortes de boussoles? Oui, heureusement. L'idée n'est pas d'analyser chaque micro-mouvement, mais d'avoir quelques repères. La première boussole, la plus universelle, c'est le cycle lunaire. Simple, visible par tous. Et inclusif, Mhm. qu'un un cycle hormonal ou non, on peut se connecter à ce grand métronome. La nouvelle lune, quand le ciel est noir, c'est une invitation à l'intériorisation, au repos, Planter de nouvelles intentions. voilà. Et à l'opposé, la pleine lune, avec sa grande clarté. C'est un apogée d'énergie, un moment pour l'expression, la célébration, la libération. C'est un repère externe qui peut nous aider à nommer ce qui se passe à l'intérieur. Et on retrouve le Human Design, mentionné au début, comme boussole plus personnelle. Exactement. Si la lune est la boussole collective, le Human Design est notre boussole individuelle. Pour commencer simplement, les auteurs suggèrent de regarder son type énergétique. On a parlé du générateur. Carbure à la joie. On peut le contraster avec un autre type, le manifesteur, qui ne représente que 9% de la population. Sa nature profonde, c'est d'initier, de lancer des impulsions, de démarrer de nouveaux mouvements. Le générateur répond, le manifesteur initie. En gros, c'est ça. Et leurs signaux d'alerte, quand ils ne sont pas alignés, sont complètement différents, j'imagine. Totalement. Le document le résume bien. Le générateur qui se force ressent de la frustration. C'est son signal rouge. Et le manifesteur? Le manifesteur qui est empêché d'initier, qui est contrôlé, il ressent de la colère. C'est son signal à lui. Comprendre ça, ce n'est pas se mettre dans une case, c'est juste apprendre à lire les signaux de son propre tableau de bord. Pour éviter la panne sèche? Exactement. Donc si je résume, l'idée de ces boussoles n'est pas de se conformer à un nouveau modèle rigide, mais de trouver un langage, des métaphores qui résonnent pour mieux comprendre sa propre mécanique. Et arrêter de lutter contre sa nature profonde. C'est un processus pour développer une écoute de plus en plus fine, en fait. Une écoute curieuse et bienveillante de son propre tempo. Si on devait synthétiser, on dirait que notre identité vibratoire est notre signature unique, influencée par notre biologie, notre système nerveux et surtout notre vécu social. Oui, Et ensuite qu'il existe une immense diversité de rythmes et que les modèles classiques ne conviennent pas à tout le monde. L'important, c'est d'écouter son propre fonctionnement, sans jugement. et je voudrais conclure avec une notion que j'ai trouvée magnifique dans ces textes, celle de beauté cyclique. La beauté cyclique. Dans notre société qui valorise quasi exclusivement l'action, la performance, l'énergie de l'été, quoi, on a appris à mépriser les autres phases. C'est vrai? L'hiver intérieur, le repos, le vide, la gestation n'est pas un échec. Ce n'est pas un bug à réparer. C'est une partie essentielle et, les auteurs disent même, sacrée du cycle. Sans cet hiver, il ne peut pas y avoir de printemps fertile. Exactement. C'est une réhabilitation très puissante de ces moments qu'on a tellement tendance à juger. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question pour la suite, une pensée à emporter. Je vous écoute. Plutôt que de chercher à optimiser nos cycles pour être plus productifs, que se passerait-il si l'on commençait à honorer la sagesse de chaque phase pour ce qu'elle est? Quelle est la valeur cachée du ralentissement, de la confusion ou même du creux que l'on traverse dans nos vies en ce moment?